Cette conviction que vous avez parlant de ce projet de dévolution dynastique, parce que à vous entendre parler, on a l'impression que vous avez une information ou des informations sur ce projet, parce que cela ne se limite pas certainement aux actes qui sont posés en faveur du fils du président de la République, Karim Wade. Est-ce qu'en vérité, vous en savez plus ou davantage, plus que les autres? Qu'est-ce que vous savez sur cela? Omar, je comprends votre question. C'est une très bonne question. Mais malheureusement, il y a certains aspects de la question que je ne peux pas traiter. Oui. Pour des raisons très simples. Il y a des retours d'informations que j'ai pu avoir à des niveaux très élevés, au plan national comme international. Il ne me revient pas de révéler des confidences faites par d'autres personnes. Mais ce qui est constant, ce qui est important, on n'a jamais vu dans l'histoire du Sénégal un pays où il y a 12 millions de Sénégalais, ce que j'appelle 12 millions de talents. Même les bébés nés au Sénégal, si on leur donne la chance, ils seront des talents. On ne peut pas comprendre qu'un seul Sénégalais dirige 4 ministères, qu'un seul Sénégalais, le même Sénégalais, s'occupe de l'aéroport international, s'occupe de la création d'une nouvelle compagnie aérienne, s'occupe de l'autoroute. Et récemment, avec la grave crise de l'énergie, ce même Sénégalais, on lui a confié la résolution de la crise de l'énergie. C'est comme si, dans ce pays, il y avait un seul citoyen, alors que nous sommes 12 millions de Sénégalais, 12 millions de compétences, 12 millions de talents. Et j'ai trouvé ça choquant, c'est ce que nous avons appelé, dans le mouvement Louis Jotna, le profil princier qu'on essaie de forcer pour un citoyen sénégalais. D'accord. Ce profil princier-là, on le voit tous. Bon, entre guillemets, profil princier, parce que c'est vous qui le dites. C'est ça, et nous l'assumons. On le voit tous, hein, on le voit. Mais d'après ce que vous développez là, bon, on comprend que vous savez, ou on vous a dit quelque chose que vous ne voulez pas révéler au public, c'est ça? Non, mais entre nous, Omar, le débat est tellement avancé. Oui. Des partisans de ce compatriote ont dit clairement que leur objectif, c'est de réélire le président Wade en 2012, de sorte qu'il puisse remettre le pouvoir à son fils après. C'est catastrophique comme formulation qu'au Sénégal, ce pays où on vote depuis 1848, que des Sénégalais puissent réfléchir comme ça. Et je donne toujours un exemple important pour moi et pour notre mouvement. C'est l'exemple du Botswana. Nous ne sommes pas contre que les fils de président veuillent être présidents. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que votre père ne peut pas organiser d'élection pour vous. Votre père ne peut pas organiser la transmission du pouvoir pour vous quand on est en République. C'est tout simplement pas possible. Le président du Botswana, à l'actuel, son père est le président Hama, le premier président du Botswana. Mais quand son père est décédé, un autre président s'est installé, un autre président a remplacé Ket Massiré, c'est Festus Mohae. Et ce colonel Hama est sorti de l'armée, a milité dans le parti de son père. Aujourd'hui, il est élu président du Botswana. Donc, ce n'est pas ça le débat. Ce n'est ni personnel. On ne vise personne en tant que personne. Et nous parlons des institutions. Cela ne nous semble, dans le comportement actuel des institutions du Sénégal, tout est assujetti au projet de dévolution dynastique du pouvoir. Et la preuve, c'est que depuis que nous avons dit cela de façon centrale, il n'est pas un jour dans ce pays où la presse ne titre sur la dévolution monarchique. Toute la classe politique aujourd'hui est unanime sur cette question. Et je dois dire que même à l'intérieur du parti au pouvoir et de la coalition au pouvoir, l'écrasante majorité en est convaincue qu'on veut forcer cela. Mais notre bonheur aussi, c'est de savoir que ça ne va pas marcher. Pourtant, le président de la République lui-même l'a dit, il n'a pas cette intention. Karim Wade aussi s'est prononcé pour dire qu'il n'a pas de stratégie politique. Omar, ça ne suffit pas. Omar, nous ne pouvons pas nous en tenir à ce que dit le président de la République. C'est-à-dire que tant qu'il nous dit que non, je ne veux pas mettre mon fils, nous devons croire qu'il ne veut pas mettre son fils, jusqu'au jour où il mettra son fils et nous dira, voilà, donc, en fait, je ne le pense pas, mais maintenant, non. Entre nous, il faut qu'on prenne les Sénégalais, qu'on montre beaucoup plus de respect pour les Sénégalais. Ce qui se passe sous nos yeux, tous les Sénégalais en sont conscients. Mais au fond, il nous faut même peut-être avancer dans ce débat-là. Qu'est-ce que nous allons faire pour restaurer la dignité des institutions républicaines dans notre pays? Qu'est-ce que nous allons faire pour que le prochain président du Sénégal n'ait pas la tentation de penser que tout lui est permis, qu'il est au-delà et au-dessus de la Constitution, qu'il peut décider ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il peut effectivement penser que le pouvoir lui appartient de façon tellement forte
que ce pouvoir est devenu une partie de son héritage, de son legs, qu'il peut léguer à son fils ou à sa fille. Il faudrait que le Sénégal engage cette discussion et qu'on règle les problèmes institutionnels dans notre pays. D'accord. Alors, Cheikh Tidiane Gadio, Idrissa Seck, Macky Sall, vous êtes souvent cités comme des cas qui sont souvent là, constituent des preuves que, en vérité, Karim veut faire le vide autour de son père. Mais est-ce que ce ne sont pas des ambitions affichées ou cachées des victimes que vous êtes qui ont poussé le président de la République à être plus vigilant? Vous n'avez pas cette impression? Monsieur Ning, depuis quand l'ambition est un délit? Depuis quand l'ambition est un délit? Si moi j'ai l'ambition de servir mon pays et mon peuple, si j'ai l'ambition de donner ma vie pour le Sénégal, en quoi c'est un crime? Je pense que parfois le problème est un peu mal posé. Parce qu'un président de la République doit être fier s'il a autour de lui des collaborateurs ambitieux, loyaux par rapport à lui et par rapport au travail, à la mission qu'il leur a confiée, mais qu'il détecte chez eux du talent, de l'ambition à vouloir aller plus loin. C'est sa mission que de les encourager dans cette direction-là. On ne coupe pas des têtes parce que, soi-disant, ils sont ambitieux. Ou alors, on coupe ces têtes parce que ces têtes, leur ambition va à l'encontre d'une autre ambition qui est plus importante pour le président lui-même, qui est l'ambition de son fils. Je pense en réalité, c'est de cela peut-être qu'il s'agit. Oui. Ce n'est pas l'ambition peut-être de prendre son fauteuil. Vous n'avez, personnellement, vous, ça ne vous a jamais traversé l'esprit? Je pense même que c'était très clair à son niveau. Nous avons eu une collaboration, peut-être qu'on en parlera, hein, mais une collaboration que lui-même a trouvée quasiment idéale, parce que ma loyauté, moi, et ma vision de l'État et de la politique et de l'engagement, c'est qu'il ne faut pas confondre les choses. Je m'étais engagé uniquement, même au départ d'ailleurs avec le président Wade, entre guillemets le deal, c'était que j'allais l'accompagner 2 ans et retourner à mes activités universitaires et autres. Et ce qui s'est passé, c'est que de 2 ans, on est allé à 9 ans et demi. Et lui-même sait, et je ne vais pas entrer dans les détails, que de cette question nous avons discuté. Et sur cela, nous avions même commencé à prendre des décisions ensemble. Donc, il n'y a aucune... Sur quelque chose, bon, je donne un exemple parmi d'autres. La création d'une radio, Océan FM, Convergence FM, autant pour moi. Merci. Ça a été un exemple pour en fait, dire au président que, voilà, ce gars-là, il court... Mais il y a d'autres collaborateurs du président très proches de lui qui ont créé des télévisions, qui ont créé des radios, qui ont créé des journaux. Non, entre nous, pour être très sérieux, hein, le véritable reproche qui est fait, je le dis humblement, c'est le délit de compétence. Il y a des gens qui n'aiment pas des gens qui brillent non pas par favoritisme, mais par la qualité de leur travail, par le respect international qu'ils ont conquis pour leur pays, pour l'Afrique et pour eux-mêmes. Et ces gens-là leur ont porté ombrage. Ça a été 9 ans et demi, très très difficile, du point de vue du compagnonnage avec certains, parce que eux, justement, peut-être cachaient leurs ambitions. Moi, je n'avais pas d'ambition cachée. Mes ambitions étaient très claires. Réussir mon mandat à la tête du département qui m'avait été confié. Et très franchement, je pense qu'à la fin de ma mission, les Sénégalais, à 99,99%, on dit Gatché Ngalama. Et d'autres compatriotes, comme disait un ami journaliste d'un journal très critique, le ministre qui donnait le plus satisfaction à ses compatriotes a quitté le gouvernement. Et ça, je m'honore de ce genre de remarques. D'accord. 9 ans à la tête de la diplomatie sénégalaise, ce n'est pas rien. C'est d'ailleurs à cause de cette longévité que l'on parle un peu de